Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes dans la dernière ligne droite du côté du FC Barcelone. Ça enchaîne tout le temps, des matchs tous les 3-4 jours, vidéo pré-match tous les 3-4 jours, vidéo débrief tous les 3-4 jours. Limite, les joueurs, ils ont plus de carburant, ils ont plus d'essence. Mais là, ce week-end, le FC Barcelone a un gros morceau, un gros obstacle, une des équipes les plus en forme sur ces dernières semaines de Liga, le Betis Séville. Les amis, avant de commencer la vidéo pré-match, je parlais du Betis, de parler du Barça, du 11 que j'attends justement du côté du FC Barcelone. Je vais vous faire une petite parenthèse. Ceux qui ne sont pas intéressés par cette parenthèse, je vous mets la minute en haut, vous pouvez défiler, arriver directement à l'analyse du Betis Séville. Petite parenthèse, juste parce que là, on va arriver du côté du FC Barcelone sur des matchs qui sont importants, avec de l'enjeu. Qui dit enjeu, dit réaction des supporters, généralement, qui sont un petit peu plus élevées que d'habitude. Dans ces réactions plus élevées que d'habitude, tu as bien évidemment la joie qui est décuplée, ça se passe très bien à ce moment-là, mais dès qu'il y a un petit peu plus de doute, de questionnement, de critique, ça devient plus compliqué à accepter. Et justement, dans la dernière vidéo réaction du match contre l'Atlético Madrid, j'ai émetté certains doutes, certaines critiques par rapport à la deuxième mi-temps du FC Barcelone. Et j'ai reçu pas mal de commentaires. Pas tous, bien évidemment, hein. 90% du temps, c'est super bienveillant. Mais quand même quelques commentaires du style « Pourquoi tu parles du négatif? Je comprends pas, on est qualifié, il n'y a rien d'autre à dire à part le fait qu'on soit content et qu'on soit fier de notre équipe. Tu mets pas le contexte par rapport aux difficultés du Barça et du calendrier. » Plein de commentaires qui n'étaient pas réellement très ouverts. Et justement, par rapport à ces commentaires, moi, je vais essayer de m'expliquer par rapport à vous, juste pour vous dire comment moi je fonctionne. Parce que peut-être que vous avez une incompréhension par rapport à la manière dont moi j'ai envie de m'exprimer, ce que j'ai envie de montrer dans mes vidéos. Et donc là, au moins, je vous le dis une fois, comme ça on est au clair sur le reste de la saison. Ce qui est important pour moi dans le football et pourquoi j'aime ce sport, pourquoi aussi j'aime ce club du FC Barcelone, c'est parce que j'accorde beaucoup d'importance au contenu. Et voire même j'accorde plus d'importance au contenu qu'au résultat. C'est mon éducation footballistique. J'ai été construit footballistiquement de cette manière-ci. Mais j'accepte que d'autres personnes soient construites différemment. Il y a des personnes, elles s'intéressent juste aux résultats. C'est très bien, ils ont été construits de cette manière-ci. Il y a des gens, ils s'intéressent juste à l'aspect défensif. Il y a des gens, ils regardent le football juste pour les dribbles techniques. Chacun a sa manière d'apprécier le football. Chacun a sa manière de l'aimer. Eh bien, la mienne, c'est celle d'analyser le contenu. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez très bien dans les vidéos pré-match, dans les débriefs, je parle très régulièrement du contenu. Je fais une chronologie du match, les temps forts, les temps faibles, je parle dans la globalité. Il y en a d'autres qui vont être dans les émotions. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Autre preuve de mon côté, je ne parle jamais d'arbitrage. Parce que je préfère dans une vidéo parler de ce qui s'est passé dans le contenu, dans le jeu, dans l'animation, dans la stratégie tactique, plutôt que de perdre 5 minutes à parler de certains moments d'arbitrage qui ont un impact bien évidemment sur le résultat, mais un tout petit peu moins sur le contenu. Mais encore une fois, chacun est libre de faire comme il veut. Mais moi, je décide de faire ça. Et donc le contenu, sachez juste que j'en parlerai toujours. Quand on gagne des matchs, je parlerai, s'il y a des coups de moins bien, des coups de moins bien. Typiquement, je crois qu'on avait gagné combien? 5-1 contre Mallorca cette saison. Je trouvais que les 70 premières minutes du Barça, elles n'étaient pas bonnes. Je l'ai dit dans la vidéo. Ça n'empêche pas que je suis content que le Barça ait gagné, mais je vous dis juste, je suis obligé, parce que je fonctionne comme ça, de parler de ce qui s'est passé sur le terrain du côté du FC Barcelone. Je ne parle pas que du résultat. À l'inverse, si le Barça perd, je parle aussi du contenu. Et si c'est positif, je vais en parler. Preuve en est, le match contre l'Atlético Madrid en Liga en décembre, dans lequel je suis venu après le match, et vous m'avez vu, j'étais super content. Alors bien évidemment frustré du fait que le Barça ait perdu, mais très heureux de la prestation qu'on avait fait sur le terrain. Ça marche dans les deux cas. Et vous m'aurez toujours face à vous parler de cette manière-ci. Même si on gagne la finale de la Ligue des Champions, mais qu'on joue pas bien, je viendrai en face de vous, je serai fier de mon équipe, mais je vous dirai, on a mal joué. Et typiquement contre l'Atlético Madrid, on est venu me dire « Oui, mais le Barça, tu l'as pas mis dans le contexte, on joue tous les 3-4 jours. » Si il y a bien quelqu'un qui vous embête avec le calendrier infernal du Barça, qui vous embête avec la surrotation depuis le début de la saison, c'est bien moi. Je vous en parle dans 95% de mes vidéos. Même moi, je suis là à me demander des fois, est-ce que tu parles pas trop des fois de la rotation? Parce que là, t'enchaînes vidéo sur vidéo. Donc venir me dire à moi que je parle pas du contexte du calendrier qui est surchargé du Barça, c'est vraiment ne pas connaître mes vidéos finalement. Et après, ensuite, encore une fois, oui, je parlerai toujours du contenu du côté du FC Barcelone. Si vous voulez quelqu'un qui arrive vers vous et qui vous dise « Bonjour, le FC Barcelone ce soir s'est qualifié pour la finale de Coupe du Roi en gagnant 1-0 au Wanda Metropolitano grâce à un but de Ferran Torres. Super, qualification du FC Barcelone. Waouh, on est trop content. Fin de la vidéo. Merci de l'avoir visionné. »
Si vous voulez ça, mesdames et messieurs, vous pouvez l'avoir, mais vous l'aurez pas de mon côté, parce que c'est pas ma manière de fonctionner. Donc moi, encore une fois, j'arrive, je fais la chronologie du match. Si bien évidemment la chronologie elle est linéaire et qu'elle n'est pas très importante, je vais m'attayer et je vais préciser plus l'aspect individuel des joueurs et leur performance. Vous me connaissez, mais encore une fois dans un aspect tactique, analytique. Donc voilà, juste petite intro là-dessus. Désolé si c'était un petit peu long, mais c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Oui, je parlerai toujours de la manière côté FC Barcelone, que ce soit positif ou négatif, avant le résultat. Bon, après vous avez embêté avec cette introduction. Passons donc bien évidemment au Betis Séville. Betis Séville, équipe très en forme depuis un mois de cette Liga. L'équipe qui a 3-6, 6-6-6. Alors pour certains, c'est bien évidemment le nombre du diable, hein, mais bon, on va éviter de faire en sorte que le Betis soit le diable. 6-6-6, pourquoi? Premier 6, parce qu'ils sont 6e du classement. Donc une équipe qui s'est bien redressée, parce que nous, auparavant, on les avait affrontés dans une zone où ils étaient un peu plus dans le ventre mou. Mais comment ils sont arrivés à cette 6e place? Justement grâce à 6 victoires d'affilée en Liga. Voici le deuxième 6, donc équipe en forme, qui a battu notamment le Real Madrid dans cette série, après d'autres petits clubs par-ci par-là, mais il faut quand même le faire pour faire 6 victoires d'affilée. Et enfin, le dernier 6, c'est le nombre de points qui les sépare des places pour la Ligue des Champions, de cette 4e place. Donc cette équipe, quand tu es à 6 points de la 4e place, bah tu es focalisé et tu y crois. Tu y crois grandement pour justement essayer de te qualifier pour la Ligue des Champions. Donc cette équipe a encore grandement quelque chose à jouer et va se donner les moyens, dans chaque match qu'elle va avoir à jouer justement en Liga, de se donner à 100%. Donc voici les 3-6, mesdames et messieurs, du Betis Séville. Une équipe bien évidemment qu'on connaît, qui est capée en Liga, dont certaines individualités aussi ont un nom qui résonne. Déjà, leur entraîneur, Pellegrini, donc bien évidemment qui a une forme et qui a un style très défini en Liga, moi un style que j'apprécie puisque c'est un style qui est proactif. Ensuite, bien évidemment, on a du Sabali en arrière droit, vous connaissez. Vous avez du Bartra en défenseur central que vous connaissez. On a le côté gauche qui est le côté gauche des Rodriguez, côté Betis Séville. Alors, deux profils totalement différents, hein. Défenseur gauche Rodriguez, vous connaissez, joueur 6, qui a joué dans certains grands club européen mais qui maintenant est assez âgé. En face de lui, Jesus Rodriguez, lui en revanche tout jeune, 21 ans, espagnol, futur prospect très intéressant justement en Espagne. Et après, autre chose à signaler dans l'effectif du Betis Séville, c'est bien évidemment la grande perte, mais quelle perte incroyable, ça doit être terrible pour eux, de Vitor Roque. Voilà, ça a dû leur faire vraiment très mal. En février, il est parti, il est retourné au Brésil, tellement c'est un futur crack du football mondial que voilà, le Brésil tout de suite, ils ont voulu le reprendre. Ouais, terrible perte justement pour le Betis Séville, qui essaye un petit peu de s'en remettre avec la venue d'Antony, qui lui est arrivé au mercato hivernal, mais c'est sûr que ouais, avoir perdu un tel crack en tant que numéro 9 qui est Vitor Roque, ça doit être très compliqué pour le Betis Séville. Non, plus sérieusement, il est parti, parce qu'encore une fois, il n'a pas réussi à faire ses preuves dans ce club-ci. Antony, justement, est venu. Antony, les premiers matchs, ça s'est très bien passé. Je crois que sur ses 5 premiers matchs en Liga, il est 3 fois MVP. Donc le mec, tout de suite, il a tapé fort, alors que bon, il n'était vraiment pas dans un moment de sa carrière qui était très élevé. Ça a été compliqué pour lui, l'après Ajax à Manchester United. Il n'a pas trop trouvé son rythme de croisière. C'est un joueur, bien évidemment, s'il est trop focalisé sur faire les toupies, c'est super sympa pour YouTube, mais finalement, dans le jeu, c'est pas super intéressant. Mais il a l'air de se relancer d'une très bonne manière au Betis Séville, comme s'est relancé un petit peu un Nabil Fekir, un petit peu dans la même sauce, même si c'est pas exactement le même poste, mais ça reste un élément qui est très dangereux, parce que bien évidemment que s'il est 100% focus et qu'il est à 100%, Antony, c'est un vrai dynamiteur. Et enfin, pour conclure sur l'effectif du Betis Séville, il faut bien évidemment parler de l'absence d'Isco, qui n'est pas présent pour accumulation de cartons jaunes. Donc, ils perdent leur maître à jouer, un élément très important au milieu de terrain qui ne sera pas là. On peut penser à Lo Celso pour le remplacer, mais Lo Celso, il a été blessé, il n'était même pas sur la feuille de match du dernier match du Betis Séville. Est-ce qu'il va être présent et surtout, est-ce qu'il va être en forme contre le FC Barcelone? C'est encore un gros doute. Côté FC Barcelone, maintenant, nous sommes encore invaincus en 2025, mais je le dis, mais il faut toujours le dire. C'est important, c'est quelque chose d'ultra positif. On est invaincu sur l'année civile 2025, c'est une énorme force, et en plus d'être une force et que ce soit stylé à dire, il y a aussi l'aspect sur lequel les joueurs vont pouvoir s'appuyer dessus. Je pense que quand tu commences un match et que tu es toujours invaincu dans une année, que ce soit une saison, mais soit une année civile, bah tu abordes les matchs un tout petit peu différemment en te disant, bah oui, on essaye de conserver notre invincibilité. À côté de ça, le FC Barcelone va affronter donc ce Betis Séville
Club contre lequel on a fait match nul au match aller de partout, en faisant un match pas forcément incroyable. On se fait égaliser dans les dernières minutes, mais même le contenu, pour en revenir à ce que j'ai dit dans l'introduction, n'était pas fameux du côté du FC Barcelone. Mais une nouvelle fois, si on se rappelle de ce match contre le Betis Séville, moi c'est souvent un match que je prends comme exemple pour dire aux gens, regardez, on a mis notre équipe type et pourtant on n'a pas excellemment bien joué, on n'a pas ultra dominé notre adversaire et le match nul était mérité. Parce que oui, sur ce match-ci, on met Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Olmo, Pedri, Casado, Koundé, Baldé, Cubarsí, Martinez, Iñaki Peña. Oui, à ce moment-là, c'était notre équipe type et pourtant, on n'a pas été incroyable. Pourquoi? Parce que encore une fois, je l'ai répété à maintes et maintes reprises, les joueurs commençaient à être fatigués. Et que oui, cet effectif du Barça, même si c'est le 11 titulaire et que tu mets tes cadres, mais que ces cadres sont fatigués, ils ne vont pas être en capacité sur le terrain de reproduire le jeu que tu as envie de mettre en place. Donc ça rejoint énormément le contexte de ce match-ci, du match qui arrive, parce que oui, du côté du Barça, on voit des joueurs qui sont également de plus en plus fatigués dans la période qu'on commence à avoir. Et c'est totalement normal, encore une fois, j'en veux pas aux joueurs. Mais on est malheureusement dans une situation où on va devoir faire de la rotation par réaction. Ce dont j'avais un petit peu peur. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse de la rotation par anticipation. Se dire avant que nos joueurs y soient fatigués, essayons de les mettre dans les bonnes conditions pour les matchs qui vont compter, qu'ils soient en forme. Du Lamine Yamal, à certains moments, quand tu mènes de 3 à 4 buts, peut-être le faire reposer, peut-être pour débuter un match, dire à Pedri, même si c'est le meilleur joueur du Barça, tu vas peut-être pas le débuter, tu vas peut-être rentrer à la 70e pour essayer d'un petit peu plus contrôler le match. Ça n'a pas été trop fait. Donc là, aujourd'hui, on est obligé de faire de la rotation à réaction. C'est bien évidemment à Flick de savoir ce qu'il faut faire. C'est Flick qui voit les joueurs tous les jours à l'entraînement. Mais là, on l'a bien vu contre l'Atlético Madrid. La deuxième mi-temps, on voit des joueurs qui tirent la langue grandement. Pedri arrive à faire quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire à tirer la langue, mais en même temps à contrôler le match. Mais tu sens un Pedri qui est fatigué, tu sens un Koundé qui est fatigué, tu sens un Inigo Martinez qui est fatigué, tu sens un Lamine Yamal aussi qui est fatigué. Je le répète, c'est totalement normal. Mais au d'un moment, il faut prendre des mesures par rapport à ça. Parce que là, on continue d'enchaîner des matchs à haute importance. C'est Dortmund juste après le Betis Séville. Après, c'est Leganés à l'extérieur qui nous avait battu à l'aller, qui a mis en difficulté le Real Madrid. Après, c'est Dortmund au match retour. Après ce Dortmund match retour, je crois que c'est Celta Vigo. Ensuite, Celta Vigo, c'est Mallorca encore 3 jours après. Après Mallorca, c'est la finale de Coupe du Roi 3 jours après contre le Real Madrid. Après cette finale contre le Real Madrid, si on est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, c'est la demi-finale aller de Ligue des Champions. Et ça s'enchaîne comme ça tous les 3-4 jours. Du coup, oui, il faut faire des choix qui sont forts. Typiquement, mettre Lewandowski sur le banc contre l'Atlético Madrid, c'est un choix fort qui te permet d'avoir Lewandowski en forme pour ce week-end. Donc ça fait plaisir. Mais maintenant, il faut aussi faire ce choix fort, je pense, pour des joueurs plus importants, comme je l'ai dit, type Lamine Yamal, type Pedri, type Koundé, même type Inigo Martinez. Ça va être très dur pour Flick de le faire. Je vous ai demandé en sondage ce que vous pensez. Bien évidemment, les votes sont partagés. Lamine Yamal, dans certains votes, arrive en tête. À savoir aussi, est-ce qu'on les fait tous souffler en même temps? Est-ce qu'on en fait souffler un par-ci, par-là? Ouais, c'est vraiment des problématiques qui sont difficiles, je pense, à gérer pour Hansi Flick. Et donc ça, ce sont les problématiques d'Anti-Flick. De mon côté, je suis tranquillement assis sur ma chaise, devant vous, sur une vidéo, devant une caméra. Je vais faire mon 11 tranquillement, sans pression. 11 dans lequel je vais mettre bien évidemment Chesney au cage. Et une défense composée de Koundé. Et oui, je garde Koundé, bien qu'il soit fatigué, mais parce que je pense que Hector Ford peut rentrer, pourquoi pas en deuxième mi-temps, si le score le permet. Baldé, je laisse aussi Baldé titulaire. Et oui, on enchaîne avec un petit Baldé, c'est intéressant. On enchaîne également avec du Cubarsí, qui a eu 60 minutes contre l'Atlético Madrid, qui n'était pas prêt, je pense, physiquement pour faire 90 minutes. Mais là, plus ça avance, plus il peut le faire. Donc je pense qu'il est capacité de le faire contre le Betis Séville. Et en revanche, à côté, je mets du Araujo, parce que justement, Martinez semblait assez fatigué. Et je pense que Martinez contre Dortmund va être très important. Ensuite, on arrive au milieu de terrain. Là aussi, quelques petits changements. Je mets en sentinelle Eric Garcia. Et oui, Eric Garcia, depuis ce début de saison, encore une fois, et même sur les dernières semaines, apporte toujours quelque chose, que ce soit en DC ou en numéro 6. Ces derniers matchs en numéro 6, du coup, je lui fais confiance. Il arrive à gérer un match à la maison contre le Betis Séville. Je me dis, ça peut être intéressant. C'est un challenge, hein, mais je pense qu'il est en capacité d'avoir les épaules pour gérer ça. Et devant lui, bien évidemment, je fais souffler Pedri. Voilà, Pedri pour moi, ça sort. Il n'y a pas de discussion possible pour moi sur Pedri. De Jong dans le poste de Pedri. Relayeur un peu côté gauche, un cran supérieur que le poste de numéro 6. Il peut réguler le jeu aussi, De Jong, hein. Il a la qualité. C'est pas le même niveau que Pedri, parce que de toute façon, Pedri, qui a son niveau actuellement, je ne sais pas. Mais De Jong, c'est très sérieux en ce moment. Donc je pense qu'il peut être un petit peu l'horloger sur ce coup-ci du FC Barcelone. Et à côté de lui, un Gavi qui était indisponible apparemment pour une petite gêne au genou contre l'Atlético Madrid, mais qui là semble disponible non, ce week-end. Fermin Lopez a fait une bonne rencontre hein, contre l'Atlético Madrid, mais j'aimerais bien voir un Gavi qui justement a pu se reposer sur ce match-ci. Et enfin en attaque, mesdames et messieurs, là aussi je fais souffler un élément principal, élément qui est Lamine Yamal. Je le fais souffler pour mettre Rafinha donc à l'aile droite.
Rafinha qui doit montrer de bonnes choses, de nouvelles choses. On en a parlé du comportement et des passes qu'il aurait dû faire contre l'Atlético Madrid, mais encore une fois, c'est un match, ça arrive, tranquille. Maintenant qu'ils se remettent d'écart, qu'ils se remettent dans le droit chemin, j'ai totalement confiance en lui. Et donc si je mets Rafinha à droite, qui est-ce que je mets dans le demi-espace gauche? C'est notre cher Ferran Torres, pour faire un petit peu une doublette avec Lewandowski, les deux petits attaquants qui vont pouvoir superposer, Ferran Torres qui va pouvoir prendre la profondeur, qui va pouvoir décrocher à certains moments, Lewandowski aussi qui peut avoir un jeu de décrochage, les deux à côté pour former une doublette et en même temps permettre des fois à Ferran Torres d'aller sur l'aile, d'aller sur le couloir quand il le peut, même si c'est pas là où il est le meilleur, mais apporter un petit peu d'aide à Baldé, ça peut donner un petit peu de polyvalence sur ce côté-là. Je pense que c'est bon. C'était donc mon 11 côté FC Barcelone contre ce Betis Séville. On le rappelle, le Betis qui est une des équipes les plus en forme de cette Liga, 6 victoires consécutives en championnat, faut vraiment pas les prendre de haut. De toute façon, ça va être dur de les prendre de haut parce que tout simplement, ils ont été bons contre nous au match aller, qu'on a fait 2-2 contre eux et que dans le jeu, ils nous ont mis en difficulté. Même si historiquement, on le sait, cette équipe du Betis Séville, c'est une équipe contre laquelle on aime bien jouer et on arrive généralement à bien jouer parce que justement, c'est une équipe qui te permet de bien jouer. C'est pas une équipe qui ferme totalement le jeu, c'est une équipe qui aime elle également être proactive sur le terrain, qui laisse de l'espace et que ce soit chez eux ou chez nous, sur ces 15 dernières années, ça a toujours été simple, à part justement ce match aller. Donc je me dis que c'est possible pour le Barça si encore une fois on ne prend pas notre adversaire trop de haut et qu'on est focus, que les joueurs sur le terrain se donnent à 100%. Et même si je fais de la rotation importante avec un Lamine Yamal et un Pedri que je ne mets pas dans mon 11, je pense que le 11 que je mets contre le Betis Séville à la maison, il peut être vraiment sérieux. Et s'il y a vraiment un problème, faire rentrer Pedri et Lamine Yamal pour essayer de recadrer un tout petit peu les choses. Objectif, prendre les 3 points pour avoir toujours 3 points d'avance sur le Real Madrid, arriver toujours invaincu face à Dortmund, le plein de confiance tranquillement avant d'aborder cette Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, maintenant à vous de jouer en commentaire en me donnant votre 11 type si vous avez envie, votre prono aussi, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas envoyé vos pronos pour les matchs, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt, ciao.